Bienvenue à tous pour cette présentation sur comment remplir le budget sur le formulaire de demande en ligne afin de participer à cet appel à capitalisation. Donc cette présentation fait suite à la présentation sur le formulaire de soumission en ligne, notamment les parties narratives, alors que ici nous allons nous concentrer donc sur comment remplir le budget, partie 1 et partie 2, comment remplir le plan financier, mais également comment remplir la section sur la capacité financière. Donc nous allons tout d'abord rentrer sur les groupes de tâches et budget dans le menu vertical de gauche. Rappelez-vous qu'il est important d'arriver à ce stade uniquement après avoir rempli les sections antérieures, c'est-à-dire les informations préliminaires, le budget dont la pertinence et le cadre logique, mais également l'information sur le partenariat. Donc, ne commencez pas à remplir l'information sur le budget avant d'avoir rempli ces sections antérieures. La plupart du budget se remplit à travers la section groupe de tâches et budget partie 1, et cela pour les différents groupes de tâches. Donc nous avons ici dans notre exemple le groupe de tâches 0, 1 et 2 qui sont des groupes de tâches prédéfinis, et les groupes de tâches 3 et 4 parce que dans notre exemple antérieur de la présentation sur la partie narrative, nous avons créé uniquement deux groupes de tâches techniques, nous entendons bien. Eh bien, nous allons voir comment remplir la partie budgétaire d'un des groupes de tâches et nous allons voir comment procéder pour ajouter les lignes budgétaires. Alors, le système est le même pour tous les groupes de tâches. Il suffit d'en voir un ensemble pour que vous en soyez capable, de remplir tous les groupes de tâches. Alors, nous allons commencer par le groupe de tâches numéro 1. Donc, nous allons sur le groupe de tâches numéro 1 et voici l'écran qui apparaît. Alors, si vous vous rappelez, dans la présentation antérieure, nous avons déjà rempli les sections informations sur le groupe de tâches ainsi que les informations sur les réalisations du groupe de tâches. Concrètement ici, nous avons 3 réalisations pour ce groupe de tâches 1. C'est évidemment un exemple. Il est probable que vous ayez plus de 3 réalisations pour ce groupe de tâches. Et donc, nous en arrivons à la partie qui nous concerne aujourd'hui, budget du groupe de tâches. Bon, vous voyez, vous avez ici des informations préliminaires qui pour l'instant sont à 0 car nous n'avons encore rien rempli. Et ensuite, nous avons une série d'icônes dont la plus importante pour le moment, celle qui nous permet d'ajouter une nouvelle ligne budgétaire. Nous allons donc voir comment ajouter une ligne budgétaire. En cliquant sur l'icône vert, vous avez directement une ligne budgétaire qui apparaît sur votre écran. Le code est donné automatiquement. Ensuite, vous allez devoir choisir la catégorie de coût en cliquant sur le dépliant. Nous allons commencer, comme c'est souvent le cas, par les ressources humaines. Nous allons commencer par le demandeur. Remarquez que nous avons un demandeur et 4 partenaires dans notre exemple, mais vous pourrez bien entendu en avoir plus. Le demandeur, les ressources humaines pour le demandeur, et au niveau de la description, et faites bien attention car au niveau des ressources humaines, nous demandons un exercice assez simple et nous ne voulons pas que vous nous donniez des informations sur toutes les personnes qui vont travailler sur le projet, mais une estimation en fonction de 2 grands groupes de ressources humaines. D'une part, les ressources humaines seniors et d'autre part, les ressources humaines juniors. Et donc, dans notre exemple, on parle bien du groupe de tâches numéro 1. Nous allons tout d'abord commencer par les experts seniors qui vont travailler sur le groupe de tâches numéro 1. On peut imaginer un exemple. Bon, tout d'abord, on va choisir le type d'unité. Dans ce cas, c'est le coût journalier, car le programme a choisi de travailler par coût journalier pour ce qui est de l'élaboration du budget. Et ensuite, nous allons dire le nombre d'unités que les experts seniors vont travailler sur le groupe de tâches 1. Dans notre exemple, nous allons imaginer que l'ensemble des seniors sur le groupe de tâches 1 exclusivement vont travailler 24 jours. 24 jours sur un projet, rappelez-vous, d'une durée de 24 mois. Ça fait une moyenne d'un
jours par mois. Un jour de dédication complète, évidemment. Un coût unitaire que nous pouvons imaginer à 400 €. Et le total, vous le voyez, est calculé automatiquement. Ensuite, vous devrez, pour certaines sections, ce n'est pas le cas pour les ressources humaines, apporter une justification, on va le voir. Et très important, vous allez devoir spécifier pour chaque ligne budgétaire à quel semestre ou auquel semestre la dépense, la ligne budgétaire va être encourue. Ici, puisqu'il s'agit d'une tâche transversale, la gestion du projet est une tâche qui va durer sur l'ensemble de la vie du projet, nous allons choisir tous les semestres. Donc, en utilisant la fonction contrôle, vous pouvez choisir plus d'un semestre. Voilà. Voilà la situation. Nous avons donc, pour le demandeur, au niveau des ressources humaines, 24 jours d'experts seniors à 400 € de moyenne par jour et pour un total de 9 600 €. On parle bien entendu à ce stade d'estimation et de moyenne. Si vous avez plusieurs experts seniors qui pourraient travailler sur ce projet, nous vous demandons de calculer une moyenne du salaire de ces experts seniors pour arriver à cette ligne budgétaire. Voyons donc maintenant comment nous allons continuer. Bien sûr, il y a plusieurs façons de procéder. Vous n'êtes pas obligé de commencer par les ressources humaines du demandeur, mais nous allons le faire pour suivre une certaine logique. Ensuite, nous allons avoir les ressources humaines, toujours du demandeur, mais cette fois-ci, on va écrire la deuxième catégorie de ressources humaines dont je vous ai parlé avant, puisque rappelez-vous, on veut uniquement à ce stade connaître vos ressources en deux catégories, senior et junior. Là, enfin, encore, nous allons choisir par jour, vous n'avez pas d'autre option, et on va dire que 36 jours seront travaillés par des experts juniors. On parle donc bien de l'ensemble des experts juniors qui vont travailler sur ce groupe de tâches pour le demandeur, et pas d'un expert junior de façon individuelle. Le salaire d'un junior étant évidemment, en tout cas dans la plupart des cas, inférieur, nous allons le stipuler à 200 € pour un total de 7 200. Rappelez-vous que cela est calculé automatiquement et les juniors travailleront également pendant toute la durée de vie du projet. Voilà pour les ressources humaines. Donc on vous demande un exercice très simple, que ce soit pour la gestion, que ce soit pour la communication ou les groupes de tâches techniques. On vous demande de diviser l'estimation par groupe de tâches entre les experts seniors et les experts juniors, de nous donner un coût unitaire et une estimation du nombre de jours qui seront travaillés sur chaque groupe de tâches par l'ensemble des experts seniors et l'ensemble des experts juniors. Et donc, ce que nous ne voulons pas, ce sont des lignes individuelles au niveau budgétaire pour chaque personne qui pourrait travailler sur le projet. Voilà pour les ressources humaines. Nous allons voir maintenant ce qui se passe pour les autres catégories de coûts. Donc nous ajoutons une nouvelle ligne et nous obtenons la ligne pour les voyages et séjours. Nous allons choisir cette fois le partenaire 1 à titre d'exemple. Vous pouvez procéder évidemment dans l'ordre que vous préférez. Et ici, nous allons ajouter une description. Par exemple, voyage ou plutôt comité du projet. On peut imaginer que les projets ont un comité de gestion, un comité de suivi sur une base semestrielle et que donc tous les 6 mois, les projets, tous les partenaires vont se réunir dans un certain lieu. Le type d'unité, cette fois-ci, vous avez le choix entre voyage et per diem, mais il faudra spécifier les deux. Vous aurez donc voyage. Comme on parle de réunions semestrielles, vous allez en avoir 4 sur un projet d'une durée de 24 mois. Et un coût unitaire que l'on pourrait imaginer, c'est un coût environ raisonnable et moyen pour l'Espagne, de 1000 € pour le voyage, qui inclurait également les dépenses de logement. Là encore, pas de justification apportée. Et ici encore, comme il y aura une réunion à chaque semestre, nous allons choisir les 4 semestres.
nous allons ajouter une ligne. Cette fois-ci, toujours voyage et séjour, toujours pour le partenaire 1. Et nous allons copier la même description. Toutefois, nous allons choisir cette fois le per diem pour les dépenses qui seront remboursées pour couvrir les frais du personnel durant ces comités du projet. Donc là, nous pourrions avoir 4 unités également, mais nous pouvons en avoir plus si les voyages durent plus d'un jour. Nous allons imaginer une base moyenne de 2 nuits par voyage, et donc nous aurons 8 unités. Avec un tarif de coût unitaire pour le per diem, raisonnable sur ce que nous connaissons plus ou moins, de 120 €. Évidemment, ces montants dépendent beaucoup d'un pays à l'autre. Et voilà, nous obtiendrons cela. Pas de justification pour la catégorie voyage et les semestres, tous les semestres, puisque ces dépenses vont avoir lieu pendant toute la durée de vie du projet. Remarquez que nous avons dans voyage et séjour 4 comités de projet. Nous avons écrit comme numéro d'unité 4 en pensant qu'une seule personne du partenaire, de chaque partenaire, voyagera. Dans ce cas, une seule personne du partenaire 1 voyagera. Bien entendu, si 2 personnes du personnel du partenaire 1 voyageront, dans ce cas, le numéro d'unité sera doublé. Voilà pour ce qui est du voyage et séjour. On vous demande toujours des estimations. Rappelez-vous des règles que nous avons vues dans la présentation sur les coûts éligibles. Pensez que vos estimations en ce qui concerne le voyage et les per diem doivent correspondre aux standards, aux normes habituelles de votre entreprise et dans tous les cas, ne pas excéder les barèmes publiés par la Commission européenne. Nous allons maintenant ajouter une autre ligne. Alors, la troisième catégorie, la catégorie infrastructure, nous n'allons pas l'écrire puisque il y a très peu de chances, voire aucune chance, qu'il y ait un jour une infrastructure dans le groupe de tâches 1 dédié à la gestion. Par contre, équipement, ça pourrait être le cas et on va imaginer que le partenaire numéro 2 a besoin d'un équipement spécifique, un ordinateur pour la gestion du projet. Dans ce cas, le type d'unité, on choisit unité, vous n'avez pas d'autre choix, et un seul ordinateur doit être acheté. Il faut bien entendu que ce soit bien justifié, et rappelez-vous que cet achat intervienne en début de vie du projet, avec un coût qui doit être raisonnable en fonction des coûts offerts sur le marché, estimons 1000 €. Vous voyez que cette fois-ci, dans la section justification, vous pouvez remplir cette section, alors que pour les autres catégories, cette section n'était pas disponible. On vous demande donc ici de nous donner quelques explications supplémentaires pour justifier que le partenaire numéro 2 a besoin d'un ordinateur. Et nous allons juste besoin parce que, et on imagine évidemment la justification sera à chaque partenaire de l'apporter. Cette fois-ci, on va choisir uniquement le semestre 1. En plus, je rappelle que l'achat de biens d'équipement liés à la gestion doit avoir lieu au début du projet. Par contre, les équipements liés aux activités techniques peuvent être achetés durant toute la vie du projet, bien entendu de façon justifiée et réaliste. Nous allons maintenant ajouter une autre ligne budgétaire et la section suivante est la section dédiée aux services sous-traités. Alors, il est probable que la plupart, il n'est pas probable, il est sûr que tous les partenaires auront au moins une dépense sous-traitée qui sont les dépenses d'audit, mais ils peuvent en avoir d'autres. Par exemple, le partenaire 3 pourrait avoir besoin d'un certain soutien financier pour réaliser les rapports financiers parce que en interne, ce partenaire ne dispose pas des personnes avec les connaissances adéquates pour la gestion financière. C'est un cas qui peut arriver, donc nous allons inclure une seule unité,
qui sera le service de gestion financière externalisée, avec un coût évidemment qui devra être raisonnable. Pour notre exemple, imaginons un coût de 10 000, peut-être un peu beaucoup, ça dépend en fait des quantités à gérer, donc ça, bien entendu, je le laisse à votre décision et à votre bon critère. Pas de justification possible pour les services sous-traités, mais vous devrez expliquer cela dans un certain endroit, une certaine section du formulaire de demande narratif. Et bien entendu, vous devez choisir le semestre. Imaginons ici que le soutien financier arrivera au semestre 2 et 4. Enfin, oui, nous allons voir toujours avec les services sous-traités. Voilà. Imaginons pour le partenaire 4, mais ce sera le cas pour tous les partenaires. Dans ce cas, vous aurez besoin de dépenses liées à la vérification des rapports. Vérification des dépenses, excusez-moi. L'unité sera alors l'audit. Le nombre de rapports pour un projet de 24 mois sera de 2 rapports. Un coût moyen qui peut varier beaucoup d'un pays à l'autre, mais que nous allons, sur la base de nos connaissances ici en Espagne, estimer à 1 500 € par rapport. Et pas de justification non plus. Et les rapports arriveront au semestre 2 et au semestre 4. Voilà donc pour tout ce qui est de ces catégories. La dernière catégorie à ajouter est la catégorie autre, qui est principalement liée aux subventions en cascade. Et bien entendu, il n'y a pas de subvention en cascade dans le groupe de tâches lié à la gestion. C'est pourquoi nous allons laisser ça pour un groupe de tâches ultérieur. Allons donc voir sur le groupe de tâches numéro 3, premier groupe de tâches technique, comment les choses vont fonctionner pour les autres catégories de dépenses. Alors, nous allons, groupe de tâches numéro 3, à la partie budget du groupe de tâches, et comme pour le groupe de tâches numéro 1, nous allons ajouter des lignes budgétaires. Alors, bien sûr, vous allez ajouter les lignes budgétaires que nous avons vues pour le groupe de tâches 1, les ressources humaines, les voyages, etc., dans la mesure où c'est nécessaire pour chaque groupe de tâches techniques. Et ensuite, nous en arriverons aux catégories de coûts qui n'étaient pas prévues sur la gestion technique, comme par exemple les infrastructures. Donc, on peut imaginer, même si sur cet appel, on ne s'attend pas à voir de grosses infrastructures, mais toutefois, les partenaires ont la possibilité d'engager des dépenses liées à des infrastructures si elles sont strictement nécessaires et liées aux activités du projet. On va imaginer que le demandeur a besoin d'une petite infrastructure. Évidemment, vous devrez nous donner une définition un peu plus précise. L'unité est une seule unité nécessaire. En infrastructure, il n'y a pas besoin de reproduire cette infrastructure sur les autres territoires, avec un coût qu'on pourrait imaginer de 30 000 € et un coût total de 30 000 €. Ici aussi, vous voyez que l'option justification est disponible, donc nous vous invitons à justifier le mieux possible, de façon concise, le besoin de cette infrastructure. Justification précise. On sait que ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace disponible, mais bon, essayez de donner la justification la plus précise possible. Et enfin, déterminer le semestre. Dans notre cas, on va dire que le semestre 3 sera le semestre où la dépense sera engagée. Alors, à ce titre, c'est très important de préciser pour chaque ligne budgétaire le semestre, car c'est comme ça que le système va pouvoir calculer, estimer le plan financier, et on verra le plan financier plus tard sur cette présentation. Donc voilà pour l'ajout d'une infrastructure. Toujours sur ce groupe de tâches technique numéro 3, on va voir comment les choses fonctionnent pour l'ajout de la section
autres, donc la dernière catégorie de coûts. Dans la section autres, vous savez que vous pouvez retrouver toutes les dépenses qui ne rentrent pas clairement dans les autres catégories de coûts, mais surtout, vous allez retrouver les subventions en cascade. Alors, on va imaginer que le demandeur, en plus d'une petite infrastructure, va également gérer des subventions en cascade. Donc, subventions en cascade, que vous pourrez décrire de façon plus précise dans votre cas si vous le désirez. L'unité subvention en cascade, et imaginons que vous allez octroyer pour les activités de votre projet 10 subventions en cascade d'un montant unitaire de 10 000 €. Rappelez-vous les limites existantes, maximum 30% du budget et maximum 60 000 € par subvention en cascade par bénéficiaire. Une justification, donc la justification est disponible également pour les subventions en cascade. Essayez de nous dire ici à quoi vont servir ces subventions en cascade. Par exemple, on va engagement dans l'élaboration de nouveaux produits ou de nouvelles idées de produits. Rappelez-vous que dans notre cas, dans le cas de notre exemple, nous travaillons sur la proposition, sur la priorité d'investissement 1.2 liée au cluster et notamment au développement de nouveaux produits et de nouveaux services destinés à être vendus sur les marchés domestiques et internationaux. Donc voilà une possible justification. Évidemment, si votre justification est plus complète, plus précise, ce sera bienvenu. Le semestre, comme d'habitude, très important. On peut imaginer que il y aura des phases préalables, donc cette dépense ne va pas être engagée lors du premier semestre. Ça pourrait être le cas au deuxième, au troisième. Dans notre cas, nous allons la situer au troisième semestre. Et voilà donc pour ce qui est de toutes les catégories de coûts. Vous avez maintenant vu comment insérer une ligne budgétaire pour chaque catégorie de coûts. Vous serez d'accord avec moi qu'il s'agit d'une chose assez simple. Maintenant, nous allons retourner au groupe de tâches numéro 1 parce que dans mon exemple, il est un peu plus complet. Donc, nous allons retrouver le groupe de tâches numéro 1 et on va remarquer que dans le groupe de tâches numéro 1, nous avons 3 réalisations qui sont des réalisations que l'on a ajoutées et qu'on a ajoutées ensemble sur la présentation sur comment remplir le formulaire en ligne, partie narrative. Et donc, groupe de tâches 1, 3 réalisations. Ensuite, vous avez le budget du groupe de tâches et vous avez le budget du groupe de tâches par réalisation. Alors ici, ce qu'on vous demande, c'est de lier un pourcentage à chaque réalisation à l'intérieur du budget du groupe de tâches. Alors dans l'option réalisation, vous allez avoir un dépliement avec 3 réalisations possibles qui sont les 3 réalisations de ce groupe de tâches. On va choisir la première, réalisation gestion 1, et vous devez nous indiquer quel pourcentage de budget du groupe de tâches va absorber cette réalisation, bien entendu à titre approximatif, à titre indicatif. Bon, on va imaginer que dans ce cas, cette réalisation est assez importante et qu'elle va absorber 30% des dépenses. Nous sauvegardons et nous voyons qu'effectivement 30% des dépenses seront dédiées à cette réalisation dans ce groupe de tâches. Même chose pour les deux autres réalisations. Nous aurons la réalisation 2 qui est plus importante avec 40%. Bien sûr, ce sont des proportions très schématiques et très faciles et les vôtres seront certainement plus précises. Et bien entendu, la réalisation 3, vous l'avez compris, doit avoir un pourcentage de 30% obligatoirement puisque la somme des pourcentages de toutes les réalisations d'un même groupe de tâches doit être
100%. Alors, toujours sur le groupe de tâches numéro 1, permettez-moi d'insister sur le fait que nous vous conseillons de sauvegarder le plus souvent possible. D'ailleurs, en faisant cet exercice même avec vous, j'ai à un certain moment oublié de sauvegarder et j'ai perdu pas mal de données. Donc, mon conseil, c'est qu'après chaque ajout de nouvelles lignes budgétaires, vous alliez sur l'icône de droite sauvegarder et que vous sauvegardiez. Ce sera beaucoup plus prudent que de remplir 10, 20, voire toutes les lignes budgétaires du groupe de tâches. Ensuite, essayez de sauvegarder et juste à ce moment, une erreur se produit et vous n'êtes pas capable de sauvegarder. Malheureusement, ça arrive, donc vraiment insistez sur le fait de sauvegarder le plus souvent possible. Et là, j'ai maintenant, pendant ce temps, rempli l'exercice du budget pour le groupe de tâches 1. Donc vous voyez ici toute une série de lignes budgétaires pour l'ensemble des partenaires. Vous verrez que si vous voulez ajouter une nouvelle ligne, comme d'habitude, vous le faites. Par contre, si à ce moment, donc vous perdez un peu de temps, vous pensez à autre chose, vous ne vous rappelez plus que vous aviez une nouvelle ligne budgétaire commencée et vous essayez de sauvegarder, voilà. Le partenaire est obligatoire parce que vous avez ouvert une ligne budgétaire. Donc, même si elle n'est pas complétée, la ligne budgétaire est ouverte et ne vous permet pas de sauvegarder puisqu'elle n'est pas complétée. À ce moment, vous devrez la supprimer. Et donc, vous irez sur la ligne budgétaire 1 et vous allez supprimer la ligne sélectionnée. Voilà. Et maintenant, effectivement, votre budget est sauvegardé et vous pourrez sauvegarder. J'attire également votre attention sur le fait que en haut des icônes, des différents icônes, nous avons maintenant deux graphiques. Et sur le graphique de gauche, on voit apparaître le budget total du projet et la proportion du groupe de tâches en question, dans ce cas du groupe de tâches 1, dans le budget. Dans notre cas, comme les autres groupes de tâches n'ont pas encore été complétés au niveau du point de vue du budget, nous avons un groupe de tâches numéro 1 qui équivaut à 100% du budget. Et enfin, sur la figure le graphisme de droite, vous avez une autre information très intéressante car elle vous permet de suivre au fur et à mesure que vous remplissez les différents groupes de tâches. Elle vous permet de vérifier si vous êtes en ligne avec notre règle, notre fameuse règle, la règle d'or du programme des 50% qui doivent être destinés aux pays partenaires méditerranéens. Sur ce graphique, on voit que sur le groupe de tâches numéro 1, 65,24% des fonds sont destinés aux pays de l'Union européenne. Bien entendu, c'est une image uniquement pour le groupe de tâches numéro 1, donc difficile de tirer des conclusions pour le moment, mais évidemment, cette situation ne peut pas se produire à la fin, une fois remplis tous les groupes de tâches, car vous le savez, soit vous devez avoir 50% des dépenses directement assignées aux pays partenaires méditerranéens, soit vous devrez justifier la différence d'une certaine façon dans la partie 2 du budget et que nous allons voir un peu plus en avant. Enfin, pour en terminer avec le groupe de tâches 1, nous allons sur budget du groupe de tâches par catégorie de coûts. Et là, nous avons un aperçu, donc un résumé de la situation du groupe de tâches par partenaire et par catégorie de coûts. Donc ici, on peut voir le détail avec notamment des ressources humaines beaucoup plus importantes chez le demandeur, ce qui est habituel en ce qui concerne la gestion que chez les autres partenaires. Donc rappelez-vous également le budget du groupe de tâches par réalisation où vous devez spécifier les pourcentages de chaque réalisation à l'intérieur du budget du groupe de tâches. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question en ce qui concerne le groupe de tâches numéro 1. Vous dire que le fonctionnement est le même pour les autres groupes de tâches. Simplement, les catégories de coûts peuvent varier de l'une à l'autre, de l'un à l'autre groupe de tâches. Vous rappelez encore que pour les ressources humaines, on vous demande de distinguer uniquement entre senior et junior et que pour les voyages, on vous demande de distinguer voyage et per diem.
Et voilà, donc nous avons vu l'information la plus importante en ce qui concerne les groupes de tâches sur base du remplissage du groupe de tâches numéro 1, mais ce sera exactement pareil pour les autres groupes de tâches. Nous allons maintenant passer au budget partie 2, puisque nous avons rempli correctement la section financière, la section budget de tous les groupes de tâches. Alors, nous allons dans le menu vertical de gauche à la partie budget partie 2, où nous allons retrouver plusieurs sections. La première d'entre elles étant les coûts indirects. Alors pour les coûts indirects, vous remarquez que vous avez deux choix, les coûts administratifs et les provisions pour imprévus. Tout d'abord, les coûts administratifs. Vous remarquez que ceux-ci peuvent être compris entre 0 et 7%. L'important ici, c'est que votre choix soit consistant avec le pourcentage que vous allez obtenir dans la feuille de calcul liée au calcul des coûts administratifs, qui est un document à télécharger sur le formulaire de soumission en ligne. Donc là, vraiment, il doit y avoir consistance entre le pourcentage que vous choisissez ici sur la plateforme et le pourcentage que vous obtenez sur le document Excel. Imaginons que vous avez obtenu sur le document Excel 7%, qui est le pourcentage maximum. Vous allez ici choisir également 7%. Et vous pouvez voir que dans coût administratif un peu plus bas, le montant est calculé automatiquement sur la base des coûts directs sous-totaux. Vous avez également la possibilité de prévoir une provision pour imprévu. Ce n'est pas obligatoire, donc vous avez le choix d'un pourcentage égal à 0%, mais on peut imaginer que vous allez choisir une provision pour imprévu de 2%. Cette provision ne pourra être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles, totalement imprévisibles lors de la soumission du projet, et évidemment son utilisation serait dans tous les cas sujette à l'approbation de l'autorité de gestion. Alors nous allons sauvegarder. Rappelez-vous que sauvegarder est une sage décision après chaque étape. Voilà. Alors vous pouvez voir directement ici dans le résumé que vous avez sous cet écran que les coûts directs sous-totaux de 363 000 sont inférieurs au budget minimum nécessaire pour participer à cet appel. Donc vous savez qu'avec ce budget, vous ne pourriez pas soumettre la proposition, mais bien entendu dans notre cas, c'est un exemple et nous n'avons pas rempli le budget de façon scrupuleuse, c'est-à-dire nous n'avons pas rempli autant de lignes budgétaires que vous allez le faire dans votre cas, dans vos cas réels. Une fois rempli la section sur les coûts indirects, nous allons aller vers le cofinancement. Deuxième section. Tout d'abord, vous devrez nous dire quel taux de cofinancement vous avez choisi au niveau projet. Vous savez que le cofinancement minimum est de 10% et le maximum, vous allez le voir, est de 50%. Nous allons imaginer que dans notre exercice, le cofinancement apporté par l'ensemble des partenaires sera de 10% et là aussi, une fois choisi, vous voyez que le montant absolu apparaît automatiquement. Nous sauvegardons. Un peu plus bas, nous allons devoir préciser comment chaque partenaire va apporter ce cofinancement. Voyons un exemple avec le demandeur. Et nous avons sur la droite le choix de la source de financement. Alors vous pouvez voir que la contribution peut venir de pays partenaires méditerranéens, d'un autre État membre de l'Union européenne, d'autres organisations, des ressources humaines ou des fonds propres. Vous avez donc de nombreuses options, mais bien entendu, le cofinancement ne peut jamais provenir du budget de l'Union européenne. Dans ce cas, nous allons choisir un cas assez fréquent, le cas où le cofinancement est apporté par les ressources humaines du demandeur. Il faudra décrire la source de financement, donc nous en dire un peu plus sur cette source. S'il s'agit de ressources humaines, vous allez nous spécifier quelles ressources humaines. Un peu plus bas, vous avez l'option de nous indiquer si ce partenaire va générer des recettes et quelles seront ces recettes durant le projet. Bon, la plupart des partenaires
ne génère pas de recettes durant le projet, mais ce n'est pas impossible. Dans le cas où vous auriez des recettes générées, vous devriez les spécifier à cet endroit. Voilà, donc dans notre cas, nous avons 0 recette et il n'y a pas de recette à préciser. Voilà, c'est important d'écrire 0 et de remplir également la description des recettes, même si vous n'en avez pas, car sinon vous n'allez pas pouvoir sauvegarder. Nous sauvegardons et vous avez maintenant en bas de l'écran le cofinancement du partenaire qui sera 10% puisque le taux est choisi au niveau du projet. Vous allez devoir répéter cette information pour tous les partenaires du projet, donc dans notre cas le demandeur et les 4 partenaires puisque nous avons opté pour un partenariat de 4 partenaires plus le demandeur uniquement. Voilà pour cette deuxième section. Une fois la deuxième section remplie, vous allez aller sur la règle des 50% qui, une fois encore, il faut le rappeler, est une règle de base, une règle d'or de notre programme. Sur cette règle, sur cette section, nous allons pouvoir lire un certain nombre d'informations. La première ligne, c'est les coûts directs totaux des pays de l'Union européenne, c'est-à-dire la partie du budget de votre projet assignée aux partenaires de l'Union européenne. Dans ce cas, nous avons 54,67%. Et la même information pour les organisations partenaires des pays partenaires méditerranéens, dans notre cas, et pour le moment 45,33%. Vous voyez donc que seulement 45,33% du budget que nous avons rempli à travers cet exercice est destiné aux pays partenaires méditerranéens. Ce n'est pas suffisant, puisque la règle vous oblige à leur assigner au moins 50%. Que faire dans ce cas ? Il y aurait une option, nous avons 2 options. La première option, ce serait de retourner dans les groupes de tâches et dans le remplissage du budget, de faire quelques modifications pour que ce pourcentage arrive à 50%. Donc la deuxième ligne ici sur votre écran, qu'elle arrive au minimum à 50%. Ce n'est pas toujours possible parce que peut-être que les estimations que vous avez faites dans un premier temps sont déjà des estimations presque parfaites, des estimations très proches des conditions réelles et vous ne pouvez pas les modifier. Mais ce n'est pas grave, vous avez l'opportunité de nous apporter les 4,67% restants pour atteindre les 50% par des activités payées par les partenaires de l'Union européenne pour des activités qui auront lieu dans le sud, c'est-à-dire dans les pays partenaires méditerranéens. Voyons un exemple, donc nous pouvons spécifier ces activités un petit peu plus bas. Nous avons le choix du partenaire. Dans le choix du partenaire, vous n'avez que les partenaires européens. Donc nous avons le demandeur, le 1 et le 4, qui sont ceux procédant de l'Union européenne dans notre exemple. Je choisis le partenaire 4. Nous avons la catégorie de coûts. Alors, toutes les catégories de coûts ne sont pas disponibles. Pour arriver à cet équilibre budgétaire des 50%, seules les infrastructures, les équipements, les services sous-traités et les subventions en cascade ou autres sont valables. Nous allons choisir dans ce cas équipement et fourniture. Il faudra ensuite choisir une ligne budgétaire spécifique. Nous allons choisir groupe de tâches 4 et enfin sélectionner un pays car il faut que cette activité soit au bénéfice d'un des 2 pays participants au projet qui soit d'un pays partenaire méditerranéen. Nous allons choisir la Tunisie. Ensuite, nous allons préciser de quelle activité il s'agit. Vous allez devoir le spécifier, ainsi que le coût de l'activité. Le coût de l'activité est maximum 60 000 € parce que cette ligne budgétaire a un montant de 60 000 €. Vous pouvez décider que toute la ligne budgétaire va être affectée au bénéfice de la Tunisie ou uniquement une partie. Dans notre cas, nous allons spécifier 60 000, c'est-à-dire toute la ligne budgétaire, et nous allons sauvegarder. Rappelez-vous qu'en haut de votre écran, nous avons 45,33% et que ce montant doit atteindre 50%. Nous allons sauvegarder.
Donc ça prend un peu de temps, les données sont sauvegardées avec succès. Bien. Donc les données ont été sauvegardées avec succès et nous voyons maintenant en haut de votre écran que le pourcentage des coûts directs totaux des pays partenaires méditerranéens directement est toujours de 45,33%, mais maintenant la troisième ligne n'est plus à 0%, nous avons 60 000 € qui correspond à 16,49% du budget. Et si nous faisons la somme entre la deuxième et la troisième ligne de cet écran, vous obtenez 61,83% d'activité pour le bénéfice des pays partenaires méditerranéens, et donc nous sommes au-dessus de 50% avec cette simple modification que nous avons apportée avec la ligne budgétaire sur les équipements de 60 000 €. Vous remplissez maintenant la condition des 50% du budget pour les pays partenaires méditerranéens. Et donc voilà pour cette section qui est assez simple. Maintenant nous avons le résumé. Alors voilà, au résumé, voici le résumé du projet. Bon, vous avez ici un résumé par ligne budgétaire. Vous pouvez voir le résumé par catégorie de coûts. Alors ça c'est intéressant parce que vous savez que nous avons une limite pour la catégorie de coûts ressources humaines de 40%. Nous remarquons qu'ici les ressources humaines occupent 36,85% du budget, donc votre projet est correct de ce point de vue. Vous pouvez voir également votre budget par groupe de tâches, mais également votre budget par réalisation. Ici, vous pouvez voir beaucoup de zéros parce que nous n'avons pas précisé, rappelez-vous, pour tous les groupes de tâches, le pourcentage qu'occupera chaque réalisation à l'intérieur de chaque groupe de tâches. Mais une fois que vous aurez rempli cette obligation, vous aurez également ici, à la place des zéros, du côté des coûts et du côté des pourcentages, vous aurez d'autres montants. La source de financement, eh bien, avec l'opération que nous venons de faire il y a quelques minutes, vous avez ce résumé. Donc, le total et la contribution IEV pour chaque partenaire, ainsi que le montant du cofinancement que vous voyez dans cette colonne. Et enfin, la règle des 50%, si celle-ci est remplie ou pas. Donc, voici pour le résumé et voici pour le budget partie 2. Donc, nous en avons terminé avec la partie la plus importante de cette présentation qui concernait comment remplir le budget, tant la partie 1, les groupes de tâches, que la partie 2, coûts indirects, cofinancement et règle du 50%. Que faire maintenant? Qu'allons-nous voir? Nous allons voir le plan financier. Donc, c'est la section suivante dans votre menu de gauche. Vous allez à la section du plan financier. Et voilà, nous obtenons pour le demandeur et pour chaque partenaire un plan financier par semestre et également avec un total. Que retrouvons-nous sur ce plan financier? En tout cas, les choses les plus importantes auxquelles vous devez prêter le plus d'attention. Sur la première ligne, et donc on voit ici l'exemple pour le demandeur, sur la première ligne, vous avez la contribution de l'UE, c'est-à-dire ce que le demandeur va recevoir de l'Union européenne aux différents semestres. Rappelez-vous qu'ici nous sommes dans une configuration avec un projet de 24 mois et nous pouvons voir que les montants de la première ligne qui apparaissent au semestre 1 et au semestre 3 sont automatiquement calculés par le système. Donc là, vous n'avez rien à faire. Vous allez recevoir 34 000 le premier semestre et 17 000 lors du deuxième semestre. Lors du troisième semestre, excusez-moi. Voilà. En ce qui concerne les autres lignes qui sont en blanc, elles sont à remplir, mais à remplir uniquement le cas échéant. Donc vous avez la deuxième ligne où éventuellement vous pourriez recevoir d'autres contributions en plus de la contribution que vous allez recevoir du projet. Vous avez également une ligne dédiée aux recettes. Donc si vous générez des recettes au niveau du partenaire, il faudra les indiquer à ce stade. C'est peu fréquent, la plupart des partenaires n'obtiennent pas de recettes. Si vous obtenez des intérêts sur le préfinancement, vous les indiquerez également
sur cette ligne, donc la quatrième ligne. Et enfin, la cinquième ligne, c'est celle qui nous intéresse le plus ici. Vous allez devoir nous indiquer à certains semestres l'avance de fonds qui sera nécessaire pour faire face à des paiements supérieurs aux fonds disponibles sur la base de la contribution reçue par l'Union européenne. Et à ce sujet, voyons les trois dernières lignes qui sont donc sur fond gris. Nous avons le total qui mentionne pour le moment le total des contributions que vous allez recevoir par demandeur, par partenaire sur chaque semestre. On voit que lors du premier semestre, il y a 34 000. Du deuxième semestre, vous n'allez rien recevoir parce qu'il n'y aura pas de fonds transférés par le programme lors du deuxième semestre. Et enfin, 17 000 lors du troisième semestre parce que vous allez recevoir un deuxième préfinancement et 0 sur le quatrième semestre. Ensuite, vous avez la ligne paiement qui est fondamentale. Alors, vous vous rappelez que quand vous avez rempli le budget par groupe de tâches, vous avez dû spécifier à quel semestre allaient être engagées toutes les dépenses. Eh bien, le système a calculé automatiquement la somme des paiements associés à chaque semestre pour chaque partenaire. On voit ici que pour le demandeur, lors du semestre 1, il y aura un ensemble de dépenses s'élevant à 16 231,90 €. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors de ce semestre, le demandeur aura un superavit, donc il aura un excédent de fonds de 17 927,64 puisque la contribution qu'il va recevoir du programme lors de ce semestre sera largement supérieure aux dépenses prévues pour ce premier semestre. Voyons par contre ce qui se passe lors du semestre 2 où il n'y aura pas de contribution de l'Union européenne puisque la première ligne est en blanc. Il y aura des dépenses plus élevées, 33 351,90 et donc il y a un déficit de 15 424,26 €. Eh bien, à la ligne avance de fonds, vous allez devoir nous spécifier que le demandeur va apporter lors du deuxième semestre 15 424,26. Alors, pour des raisons de simplicité, ici nous allons faire 15 500. Nous allons écrire ici 15 500. Et vous voyez que maintenant, avec cette avance de fonds que devra apporter le demandeur lors du deuxième semestre, il y aura une différence maintenant positive de 75 €. Et il faut répéter cette action pour tous les semestres. L'important, c'est que la différence, donc la dernière ligne sur votre écran pour chaque partenaire, soit égale à 0, soit positive. Alors, pour le troisième semestre, vous voyez que la différence est positive, donc nous n'avons rien indiqué. Par contre, pour le dernier semestre, là encore, on a la situation où les dépenses sont largement supérieures à ce qu'il reste aux demandeurs comme argent sur base des contributions reçues au préalable et des dépenses. Donc, son solde n'est pas suffisant pour faire face aux dépenses et il a un déficit lors de ce semestre de 28 148. Nous allons indiquer 28 200 pour faire plus simple. 28 200 € et vous arrivez à une situation où toutes les différences sont positives ou égales à 0. Dans notre cas, elles sont toutes positives. Voilà donc une opération très simple que vous devez répéter pour tous les partenaires. Voilà. Vous voyez que pour le partenaire 1 qui a une situation plus déséquilibrée, il y a 3 semestres qui sont en rouge où la différence est négative. Donc vous devrez corriger ces différences évidemment pour démontrer que vous avez compris que à ces semestres, le partenaire devra apporter de l'argent pour faire face à des excès de dépenses. Alors, il y aurait une autre solution, bien sûr. Ce serait là où vous avez identifié des différences en rouge, comme pour le partenaire 2, où il y a
3 semestres en rouge et un dernier semestre avec 40 000 € de déficit, vous pouvez retourner sur les groupes de tâches dans le budget partie 1 et rééquilibrer l'ordre d'arrivée des paiements, bien entendu. Donc ça, c'est à vous de voir au niveau partenariat, si vous vous rendez compte en arrivant au plan financier que vous avez fait une estimation des dépenses qui n'est pas équilibrée sur la vie du projet, vous pouvez retourner et faire les modifications nécessaires qui vous permettront d'arriver à un plan financier plus équilibré. Bien sûr, pour pouvoir faire cela, vous avez besoin de temps et c'est encore une raison de plus pour travailler à l'avance et pour arriver au plan financier à l'avance. Parce que bien entendu, si vous arrivez au plan financier le dernier jour, ce sera difficile de retourner en arrière et de remanier le budget de façon intelligente et équilibrée. Bon, nous allons sauvegarder. Voilà, nous sauvegardons. Nous n'avons fait l'opération que pour le demandeur, mais vous voyez qu'ici vous avez déjà 100% parce que le système ne vous oblige pas à remplir le plan financier. Vous allez pouvoir soumettre la proposition sans le remplir. Toutefois, vous risquez de perdre des points précieux. C'est plus qu'un risque, c'est un fait. Vous allez perdre des points si vous ne remplissez pas correctement le plan financier et si vous ne démontrez pas que vous avez compris à quel semestre les partenaires devront apporter de la liquidité pour faire face aux dépenses. Donc voilà pour le plan financier et nous allons aborder la dernière section de cette présentation qui est la capacité financière. Alors nous allons sur la section capacité financière et vous allez devoir remplir pour chaque partenaire un certain nombre d'informations financières sur la base des comptes annuels des 2 derniers exercices financiers disponibles. Alors en réalité, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai. Vous n'allez pas devoir le faire pour chaque partenaire, mais uniquement pour les partenaires qui n'ont pas le statut d'organisation publique d'équivalent à public, c'est-à-dire de droit public ou organisation internationale. Autrement dit, vous allez devoir remplir cette section sur la capacité financière pour toutes les organisations privées, qu'elles soient à but de lucre ou non à but de lucre. Ça, c'est très important parce que cette section reprend l'information que vous avez spécifiée dans l'information sur le partenariat où vous avez dû nous dire quel est le statut de chaque demandeur, de chaque partenaire et du demandeur. Rappelez-vous que notre demandeur, dans le cas de cet exercice, était une organisation espagnole et une organisation publique, une région. Donc, quand vous allez sur la capacité financière, vous avez un message automatique, votre capacité financière est conforme aux critères minimum requis et vous ne devez pas remplir cette section. Donc, les entités publiques ne doivent pas apporter de chiffres dans la capacité financière, c'est très important. Nous avons un partenariat essentiellement public, puisque le partenaire 1 est public. Le partenaire 3 et le partenaire 4 sont publics également. C'est pour ça que vous voyez ce message automatique. Mais nous avons choisi un partenaire de privé et avec but de lucre. Donc, pour ce partenaire numéro 2, vous êtes obligé de remplir la capacité financière. Alors, on remarque que vous avez des montants à apporter pour 2018 et 2019, qui sont les 2 derniers exercices financiers disponibles au moment où cet appel à capitalisation a été lancé. Alors, les données que vous devez remplir sont sensiblement différentes pour les entités avec ou sans but de lucre. Nous allons voir l'exemple pour une entité à but de lucre, mais dans tous les cas, les sections que vous pouvez voir sont assez claires et ce que nous vous demandons, c'est d'identifier dans vos comptes annuels les montants qui sont que vous allez devoir introduire dans cette section. Rappelez-vous que si votre projet passe le contrôle administratif et passe
le contrôle de qualité et l'évaluation qualitative, l'autorité de gestion vous demandera une série de documents, de pièces justificatives et notamment, elle vous demandera les comptes annuels de 2019 et 2018 où les montants que vous allez indiquer lors de la soumission devront être soulignés d'une certaine façon et bien sûr ces montants devront être les mêmes que ceux que vous nous avions indiqués, que vous nous aviez indiqué dans la section capacité financière. Alors nous avons ici la première chose à faire, c'est le choix de la devise. On peut choisir l'euro ou on peut choisir toutes les devises dans lesquelles travaillent les pays partenaires méditerranéens, y compris le dollar, si certains d'entre vous travaillent avec le dollar, ce qui arrive assez fréquemment. Nous n'allons pas choisir l'euro dans ce cas puisque le partenaire 2, pour rappel, nous avions choisi un partenaire de la Jordanie et donc nous allons choisir la devise jordanienne. Automatiquement, le système fait apparaître un taux de change pour 2018 et 2019, donc des taux différents, mais également la moyenne de ces deux taux de change qui sera utilisé dans le tableau ci-dessous pour convertir directement les montants qui vont être introduits dans la devise des comptes annuels en euros. Et donc ici, le partenaire jordanien, à travers évidemment le demandeur, devra spécifier un certain nombre d'informations pour son actif, pour son passif, mais aussi pour son compte de résultat, puisqu'il s'agit d'une entité à but de lucre. Voyons les données à remplir du côté du bilan, c'est-à-dire des actifs et des passifs. Alors, nous avons ici un exemple où le partenaire jordanien aurait 100 000 dinars jordaniens pour la première année, d'actifs immobilisés, des actifs courants de 30 000 et des liquidités ou équivalents pour 20 000. L'année 2, ces montants seraient légèrement différents avec une augmentation sensible des actifs immobilisés, des actifs courants qui auraient légèrement diminué et des liquidités qui auraient augmenté. Vous voyez directement que à droite, en gris, donc les sections qui sont en grise, vous ne pouvez pas les remplir. En gris, vous avez directement la moyenne des 2 années. Donc sur l'ensemble des 2 années, le partenaire jordanien a des actifs immobilisés pour 125 000. Et à droite, vous avez la conversion en euros, donc 152 000 euros. Il vous suffit donc d'identifier les montants correspondant à ces différentes sections financières dans vos comptes annuels et de les reporter dans la section année 1 et année 2 dans les devises de vos comptes annuels. Donc n'introduisez pas les montants en euros si vos comptes annuels sont dans une monnaie autre que l'euro. Donc voilà pour l'actif. Alors j'ai déjà fait l'exercice de pré-remplir les différentes sections. Pour le passif, vous devez nous indiquer quels sont les fonds propres, y compris les réserves. Vous devez nous indiquer si vous avez des provisions. Dans notre exemple, nous n'avons pas de provisions. Le partenaire jordanien n'a pas de provisions. Quelles sont les dettes à long terme et quelles sont les dettes à court terme, c'est-à-dire le passif courant. Alors, important de rappeler que une des règles de base de la comptabilité, c'est que l'actif doit être égal au passif. Alors, c'est le cas dans notre exemple, puisque vous voyez que dans la colonne moyenne, nous avons 175 000 de moyenne pour les actifs et 175 000 de moyenne également pour les passifs, avec 214 000 des deux côtés en ce qui concerne les montants en euros. Vous voyez que un petit peu plus bas en gris foncé, il y a 3 ratios qui sont calculés automatiquement par le système. Pour le moment, vous avez un ratio, donc on va le voir, qui n'est pas compatible avec la capacité financière, qui est le premier ratio. Par contre, vous avez les deux suivants, qui pour le moment sont positifs, mais descendons pour voir ce qui se passe au niveau des résultats. Donc au niveau des résultats, je veux dire au niveau du compte de résultats. Vous devez, pour les entités à but de lucre, nous apporter également des informations sur les recettes et les dépenses du partenaire. Alors, il s'agit d'informations très simples,
que vous pouvez identifier dans vos comptes annuels. Vous allez devoir nous parler de vos recettes annuelles, de vos coûts de personnel, d'autres opérations, d'autres coûts opérationnels. Donc, cela nous donnera un profit opérationnel. Dans le cas de notre partenaire jordanien, 21 500 dans sa monnaie nationale. Et ensuite, vous devez nous parler également du résultat financier que je viens de modifier, donc 2000. Si celui-ci existe, évidemment, car une entité pourrait ne pas avoir de résultat financier. À la ligne suivante, de résultats exceptionnels. Et enfin, de l'impôt sur les bénéfices, qui, si la ligne autre coût, si la ligne profit opérationnel est positif, alors vous allez avoir également un impôt sur les bénéfices. Remarquez que la ligne résultat exceptionnel et la ligne résultat financier pourraient également être négatives. Dans notre cas, elles sont positives. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, nous avons un dernier ratio qui est positif. Vous avez l'acronyme OK à droite pour nous indiquer que tout va bien à ce niveau. Même chose pour les 3 ratios qui sont calculés sur les actifs et les passifs. Vous pouvez voir que 2 ratios sont positifs et un seul ratio est négatif. Résultat, votre capacité financière est conforme aux critères minimum requis, puisque, rappelez-vous que pour les entités à but de lucre, il faut remplir 3 critères sur 4. Pour les entités sans but de lucre, il faut remplir 2 critères sur 3. Alors, le plus important, c'est bien entendu si cette information est non conforme et surtout si cette information est non conforme pour le demandeur. Vous savez que si vous êtes jugé comme non conforme avec la capacité financière en tant que partenaire, vous serez considéré comme un partenaire à risque et qu'éventuellement, lors d'une possible négociation, des modifications pourraient vous être demandées ou des garanties pourraient vous être demandées en tant que partenaire. Par contre, si vous êtes demandeur et que vos critères ne remplissent pas les critères minimums, c'est toute votre demande qui pourrait être refusée. Alors ici, nous avons un demandeur public, donc évidemment, votre capacité financière est conforme automatiquement, mais faites attention. Et faites attention, donc mon conseil c'est de faire attention à vos comptes annuels et à l'information qui vous est demandée dans cette section dès le départ. Donc jetez un coup d'œil à cette section, vérifiez si sur la base de vos comptes annuels vous allez remplir ces critères. Évidemment, si vous identifiez, surtout au niveau du demandeur, je parle ici au niveau du demandeur, que vous n'allez pas remplir les critères et que votre capacité financière ne sera pas conforme, ne perdez pas le temps de remplir le projet car la demande ne pourra pas être soumise. Une capacité financière non conforme pour le demandeur empêche la soumission de la proposition. Et voilà, donc nous avons vu comment remplir le budget, la partie 1 à travers les groupes de tâches, comment remplir la partie 2 qui est beaucoup plus simple, comment remplir le plan financier et comment remplir la capacité financière. 2 conseils pour terminer. N'oubliez pas de procéder de façon séquentielle et ne remplissez pas le budget avant d'avoir rempli la section partenariat et le cadre logique et d'être presque sûr que ces sections ne seront plus modifiées. Et enfin, vérifiez votre capacité financière dès le départ et n'oubliez pas de remplir également le plan financier. C'est important pour maximiser vos chances d'obtenir une bonne évaluation. Merci beaucoup pour votre écoute et nous nous retrouvons sur d'autres présentations. Bonne chance à tous et à très bientôt.